Thibaut, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce dernier jour où on reçoit un professionnel de la tech pour parler de son métier. Aujourd'hui, on va parler d'un métier spécifique, qui est le métier de product owner data. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va passer en plusieurs temps cette demi-heure. Le premier temps, ça va être un temps de questions sur ton métier en général. Le deuxième temps, ça va être un temps de questions-réponses courtes, en tout cas fermé, qui sera des questions où tu auras le choix de répondre avec oui ou avec non. Et le dernier temps, ce sera un temps où je te laisserai nous parler de ton quotidien en 2 ou 3 minutes, ou bien d'une semaine type, en tout cas. C'est OK pour toi? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'échanger autour de mon métier qui est aussi au final un peu une passion. Ouais, c'est tout à fait une passion parce que c'est vrai, je l'ai pas dit, mais ça te tient à cœur. On s'est eu au téléphone avant cette interview. C'est un métier qui te tient à cœur. Tu fais tu animes des meet-up en tout cas sur la métropole de Lille avec le groupe Data Lille, c'est ça? C'est ça, exactement. Tous les 2 mois environ, une cinquantaine de passionnés de la data qui se réunissent. C'est gratuit, une entreprise qui pitch, et puis un petit buffet pour réseauter, découvrir des entreprises, choper des stages, des premiers contrats, ce genre de choses. Et tu es aussi du coup formateur. Oui, j'interviens également à Polytech Lille ou dans des incubateurs de start-up où je parle d'IA et de data. Trop bien. Écoute, avant de te poser la fameuse question en quoi consiste ton métier, je propose de diffuser une petite vidéo qui a été réalisée par Camille, qui a demandé à des personnes dans la rue en quoi consiste ton métier. Ce serait quelqu'un qui travaille dans les statistiques peut-être. Peut-être l'analyse de données des utilisateurs, ce qu'on peut retrouver sur internet, je sais pas, genre combien de fois ce mot a été dit ou combien de fois on a eu un bannissement pour telle ou telle chose. C'est chaud, hein. Bah je sais pas, moi je pense que c'est ça. Et en gros, il analyse des données, je crois que c'est ça, non? Peut-être les statistiques, les stats, je sais pas. C'est ce qui me vient en tête, mais j'en sais pas plus. C'est une sorte d'ingénieur, on va dire, qui va manipuler les données des entreprises et des groupes pour y ressortir de l'information et ensuite pouvoir extraire de la connaissance. Potentiellement, voilà. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Les cas les plus connus, par exemple, ça va être de la prédiction de vente. De dire, voilà, est-ce que je peux vendre ce produit quand, à quel moment je le vendrai mieux. Et puis évidemment, ça c'est évidemment les cas les plus connus. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses aussi sur les textes qui se lancent beaucoup. Alors, quelqu'un qui analyse les chiffres, quelqu'un qui regarde la récurrence des recherches, un ingénieur qui manipule des données, qui extrait des infos, qui extrait des connaissances. Ça veut dire ça ton métier ou tu as une définition un peu plus précise à me donner? Pas exactement. Là, la définition qui a été donnée, ça se rapproche plus d'un data scientist, data analyst. J'ai été data scientist par le passé, mais là, je suis plutôt product owner data, donc assez différent quand même. Au final, la différence majeure, ça va être le product owner data va travailler avec des data scientists, des data analysts, mais lui, il va plutôt s'occuper de la partie gestion de projet. Donc c'est pas lui qui va faire, mais c'est lui qui va aider à prioriser comment on fait, qu'est-ce qu'on fait en priorité, et échanger aussi avec le client, comprendre le besoin du client et aider à la présentation, au rendu du data scientist face au client. Et la finalité des projets sur lesquels tu travailles, pour bien comprendre peut-être, est-ce que tu Alors as... moi, par exemple, j'ai travaillé dans une boîte où on faisait un outil de matching entre des CV et des offres d'emploi. Donc, on avait un algorithme d'IA qui se basait sur beaucoup de données. Il avait été entraîné sur différentes sources de données pour être assez polyvalent et pouvoir dire, bah, on m'upload un CV de boulanger, je vais lui recommander des offres liées à la boulangerie. On m'upload un CV de développeur web, je vais lui proposer des offres de développeur web. Et donc, sur ces algorithmes-là, il y a des data scientists qui travaillent, il y a également des développeurs qui aident à mettre en place ces algorithmes. Mais le chef d'orchestre, au final, de toutes ces personnes, ça va être le product owner. Et en fait, le product owner, il va s'occuper de prioriser l'activité de chacun, de s'assurer que tout le monde arrive à bien communiquer ensemble et que tout le monde arrive à se comprendre,
il va en même temps être aussi l'ambassadeur de cette solution et aller dire aux commerciaux, aux personnes qui sont au contact du client, bah voilà mon matching, pourquoi mon produit, pourquoi il est intéressant, qu'est-ce qu'il a de mieux par rapport à la concurrence. Donc il est aussi chargé d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, d'être assez ouvert sur le monde et en même temps de pouvoir le défendre en interne et en externe. Pourquoi son produit, dans ce cas-là, produit de matching entre CV et offre d'emploi, il est bien. Et en même temps, l'équipe en interne, d'aider, de leur donner ce qu'il faut faire, de les prioriser en fonction des retours qu'il a de l'extérieur. Donc au final, c'est vraiment un chef d'orchestre et un lien entre les différents interlocuteurs d'un projet. Comment tu es arrivé à ce domaine, à ce métier? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers la data et vers le métier de product owner du coup? Alors, moi, j'ai une petite anecdote perso où je devais être en troisième et on jouait à un jeu de société. Et il y avait une question, est-ce qu'il vaut mieux lancer 3 dés blancs qui ont des valeurs faibles ou 2 dés rouges qui ont des valeurs plus élevées? On se posait la question, c'était un jeu de combat. Et mon père a fait un bête arbre de probabilité, très simple, et je lui ai demandé, explique-moi ce que c'est. Il m'a expliqué le principe, et j'ai fait ça tout l'été. Ça m'a éclaté parce que le côté analyse des données, essayer de prédire des choses, ça m'a vraiment intéressé. Et donc, je me suis orienté vers des études dans ce sens-là. Parce que initialement, en fait, c'était une passion. J'avais envie d'aller dans ce domaine. Donc, j'ai d'abord fait une prépa, puis une école d'ingénieur dans ce domaine-là. C'est pas les seules voies possibles. C'est une voie classique, mais il y a plein d'autres possibilités pour atteindre cet objectif. Et donc, j'ai commencé en tant que data scientist. J'ai bien aimé coder, très intéressant pendant plusieurs années. Ça m'a donné vraiment des billes pour monter en compétences, comprendre le domaine. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça m'amusait plus de prévoir ce qu'il fallait faire, d'expliquer aux gens également ce que c'était que la data, ce que c'était que l'IA, comment ça allait pouvoir les aider. Cette partie-là m'amusait plus que la partie codage. Donc en fait, naturellement, je me suis orienté vers un poste plus gestion de projet et où on allait échanger avec des interlocuteurs non tech pour leur expliquer en quoi la data et l'IA allaient les aider. Par rapport à ce que tu nous dis, par rapport à ton parcours, est-ce que ça veut dire aussi que pour faire le métier que tu fais aujourd'hui, il faut passer forcément par les métiers de la programmation, par les métiers exercer un peu avoir une expérience dans la data, ou pas du tout, où il y a plein de chemins pour arriver à ce métier? Non, il y a plein de chemins. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir forcément le chemin le plus classique, parce qu'il y aura des personnes qui auront un chemin plus gestion de projet. Donc peut-être commencer au début assistant gestion de projet, assistant chef de projet, puis aller sur du chef de projet, ou commencer chef de projet développement web, parce que la personne a des compétences pour là, et se dire au bout de quelques années, tiens, la data, ça m'intéresse, l'IA, ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre un peu plus ce domaine, et donc je deviens product owner data. Ce qui est nécessaire par contre, c'est de s'intéresser à la partie technique, parce que un développeur, un data scientist, s'il sent que vous comprenez pas, que vous n'arrivez pas à communiquer avec lui, il l'appréciera pas. Il se sentira lésé et il se dira ouais, cette personne, elle comprend pas mon quotidien, comment elle peut me dire quoi faire et comment le prioriser. Et donc c'est important en fait de s'intéresser au final à l'autre, d'être curieux et comprendre le quotidien pour aller justement pouvoir discuter avec un peu tout le monde et être pertinent dans ces tâches-là. Donc avoir un background technique, ça aide quand même. Ok, ça fait le lien avec la question suivante. C'est quoi les compétences qui sont requises pour être product owner? Je dirais de la curiosité avant tout. Il faut comprendre, avoir un peu d'empathie en fait, comprendre les différents tenants les différentes problématiques de chacun, et aussi avoir quand même savoir s'organiser, être assez structuré dans ses manières de communiquer, dans ses process. Parce que si c'est moyennement clair pour le chef d'orchestre, ce sera clairement pas clair pour les musiciens. Ok, donc ouais. Autre, autre aspect qui me semble essentiel, c'est de savoir bien communiquer. Il est demandé de faire des présentations du produit, d'aller présenter à d'autres interlocuteurs. Et donc, c'est des choses qui s'apprennent, de prendre la parole en public devant quelques personnes pour faire un petit peu du marketing. Je mets des grosses guillemets parce que on fait pas du marketing non plus, mais c'est savoir un peu vendre son produit et le mettre en avant par rapport aux solutions existantes.
Ok, ok. En début de vidéo, enfin, d'échange, de cet échange, tu parlais de ton parcours universitaire. Est-ce que tu sais un petit peu les différents parcours? Parce que tu nous as dit qu'il y avait pas mal de parcours universitaires et au niveau des formations professionnelles. Est-ce que tu as des exemples ou non? Oui, moi j'ai des exemples d'autres collègues, alors qui sont pas forcément product owners data, mais qui au final pourraient le passer parce qu'ils ont quand même une certaine expérience dans l'aspect product owner. J'avais une collègue qui était RH initialement, et en fait elle a fait ça pendant quelques années, et derrière elle est devenue product owner d'une solution RH. Donc elle avait ce background RH, elle comprenait le besoin des utilisateurs, et il lui manquait en fait le background un peu plutôt tech. Elle avait déjà fait un peu de la gestion de projet via cette partie RH, donc elle a acquis une nouvelle compétence avec cette partie product owner. J'ai une autre collègue qui était au contact des clients, c'est-à-dire que une fois que le client avait signé et utilisé nos outils, elle les accompagnait un peu au quotidien. S'ils avaient des problèmes, des interrogations, s'assurer que la relation se passait bien, qu'ils utilisaient bien l'outil. Donc elle maîtrisait vraiment cette partie outil. Et derrière, elle est passée product owner de cet outil. Donc elle avait une connaissance du produit, et là, elle est rentrée plus dans la partie technique que dans la partie relation avec le client qui était fait initialement. Donc au final, c'est un peu tous les métiers qui vont être en lien avec le product owner, où on peut passer d'un métier vers le métier de product owner. Ouais. Et est-ce qu'il y a parce qu'on voit, il y a quand même pas mal d'offres aujourd'hui quand on regarde sur les job boards product owner, il y a quand même pas mal d'offres qui sont proposées. On voit souvent qu'il est demandé aussi d'avoir un petit peu ben, pas un petit peu, mais pas mal de méthodes en gestion de projet. Toute cette méthode-là, on l'apprend comment? Souvent sur le tas, il y a des formations bien sûr qui aident, mais moi mon ressenti c'est que souvent une formation c'est bien, mais c'est un peu théorique tant qu'on n'a pas été confronté à la réalité. Donc c'est bien aussi d'avoir en fait d'être confronté à la réalité, de se casser un peu les dents, et ensuite d'avoir cette formation et de se dire, ben oui, en fait, cette problématique que j'ai déjà rencontrée, bah, je peux maintenant utiliser cet outil que j'ai découvert en formation, cette méthode, et l'appliquer pour corriger les difficultés que j'ai actuellement. Ok. Et ensuite, il y a aussi une bonne partie d'adaptabilité, parce que chaque équipe est différente, a des contextes différents, en fonction que ce soit une équipe uniquement de développeurs ou une équipe avec des développeurs, des data scientists, des data Mhm. analysts. En fonction de la taille des équipes et en fonction de la culture d'entreprise, toutes les méthodes ne sont pas forcément, ne se valent pas. Donc c'est un petit peu piocher dans les différentes méthodes théoriques pour avoir quelque chose de cohérent et qui marche pour le projet. Et toi, du coup, tu travailles à quel type de profil? Enfin, l'équipe, elle est grande comment, si on peut dire ça comme ça? Mhm. Alors, au plus gros que j'ai fait, c'était une équipe de 13 personnes, avec du coup euh, deux développeurs, deux data scientists, un data engineer, trois linguistes, donc des experts métiers sur le matching, un DevOps, un QA et un manager. Sachant que le product owner n'a pas un rôle de management hiérarchique. En fait, le product owner, il, Et- il est de concert avec le manager. Le product owner définit les tâches, comment les prioriser. Le manager, lui, se charge de la progression de carrière, que ça se passe bien avec les différents collaborateurs. Et entre guillemets, c'était pas le product owner qui peut aller dire à un développeur, il faut que tu me fasses cette tâche, je te l'ordonne, je suis ton supérieur. Non, c'est le product owner qui va dire, écoute, moi j'ai besoin que tu fasses cette tâche, la prioriser. Si le collaborateur n'est pas d'accord, et ben il y a le manager qui est là pour arbitrer, pour dire bah écoute, moi je comprends les problématiques du dev. Effectivement, en ce moment il est surchargé, il a d'autres sujets, je préfère le laisser tranquille là-dessus. Ou au contraire, de dire au développeur, euh, le product owner a besoin que tu fasses ça, cette tâche-là, je suis ton supérieur, je te l'ordonne, et c'est plus lui qui fera peut-être de la gestion de conflit, le manager. Contrairement au product owner qui va juste attribuer les tâches et les donner à l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits parfois, du coup, entre les product owners et les managers? Ou pas du tout? Bah, il peut y en avoir, mais du coup c'est une équipe qui avancera moins bien. Le mieux c'est que le product owner et le manager s'entendent bien. Moi j'ai la chance d'avoir un manager avec qui je m'entendais très bien, et ça permet justement
de sortir ces problématiques de comment on priorise, etc., de la tête des développeurs, des data scientists. Et c'est aussi intéressant parce que ça amène un contre-pouvoir en fait. Il y a deux personnes qui décident quelles vont être les tâches à prioriser en fonction de la disponibilité des développeurs, data scientists, data analysts. Et c'est pas juste une personne qui prend toutes les décisions. Mm. Donc c'est un bon modèle qui marche plutôt bien. C'est un nouveau modèle, j'imagine. Il y a 10 ans, enfin, je Oui. pense que ça n'existait pas, enfin, j'imagine. Tu sais un petit peu quand ça a apparu et pourquoi? Alors c'est apparu surtout avec la méthode, je pense avec l'émergence de la méthode agile qui laisse la place du coup à toute une organisation qui va délivrer plus rapidement et mettre plus rapidement en production. Donc avec des nouveaux rôles, on parle du Scrum Master, on parle du Product Owner, etc. Et en même temps, je pense aussi à un constat que c'est pas sain d'avoir une personne qui est le manager, qui décide tout ce qu'on fait, et que c'est bien d'avoir justement plusieurs casquettes, plusieurs personnes qui ont des responsabilités et qu'il y ait des décisions qui soient communes. Est-ce que tu identifies un point fort vraiment de ton métier et un point faible? Hum, Je dirais le point fort, c'est de pouvoir discuter avec beaucoup de personnes différentes. On n'est pas cantonné à juste j'ai un ou deux interlocuteurs. Il y a un peu un terrain de jeu au final assez vaste de pouvoir dire bah là il faut que j'aille parler à des commerciaux, là il faut que j'aille parler à des personnes qui s'occupent du client au quotidien. Là il faut que j'aille voir un développeur, là il faut que j'aille voir un data scientist et donc c'est très enrichissant parce qu'il y a énormément d'interlocuteurs différents et à des moments aussi différents. Par exemple, il y a un moment où je me suis rendu compte que les commerciaux avaient un peu du mal à vendre la solution de matching. Donc je me Mmh. suis dit, bah, on traite le point, on organise une réunion avec plusieurs commerciaux, je prépare cette réunion, je vais un peu voir ce qui se fait à la concurrence, et on en discute, et on pose le point. Ensuite, les commerciaux avaient plus de facilité à vendre la solution, donc c'était un point qui était plus adressé, j'échangeais moins avec les commerciaux. Par contre, on se rendait compte que côté data science, ça peinait un petit peu à trouver des sujets, à collaborer avec les autres équipes, etc. Et là, j'intervenais. Donc c'est un quotidien au final assez diversifié. Et et pour le côté un peu point noir, c'est que mine de rien, quand on est data scientist développeur, on a souvent les mains dans le code, donc on voit concrètement ce qu'on fait. Et moi, ce qui a été peut-être un peu difficile à un moment, c'est de pouvoir lâcher prise et se dire, bah, c'est plus moi qui développe, c'est plus moi qui code. Il faut que je prenne un peu de recul et que j'accepte qu'il y a une part d'ombre que je ne sais pas gérer. Je sais pas si le développeur, il me dit, ça mettra une journée. Je pourrais pas forcément savoir si ça va lui mettre les trois quarts d'une journée, une journée et demie. Bon, si jamais c'est quelque chose qui lui mettrait 2 heures, ça je m'en rendrais compte, mais disons qu'il faut accepter de faire confiance et d'avoir une idée de qui va être rapide, qui va être lent, sans pouvoir interagir directement dans leur quotidien. Super, super intéressant. Je vois l'heure qui défile, Thibaut. Je te propose du coup de passer à la deuxième rubrique, qui est une rubrique plutôt rapide en plus, qui est la rubrique oui/non. Thibaut, pour exercer ton métier de product owner data, est-ce qu'il faut être bon en maths? Non, Non? non. Pour product owner data, vraiment non. Data scientist, data analyst, oui, mais bon en maths, non. Savoir faire un peu de Excel, c'est Ok. c'est globalement tout. Ok. Est-ce qu'il faut être un génie de l'informatique? Non. C'est dommage que je puisse pas répondre peut-être. Il y a besoin de comprendre, il y a besoin de comprendre les devs, mais il n'y a pas besoin d'être un crack en informatique. Ok. Est-ce qu'il faut être à l'aise en anglais? Oui. On peut avoir des équipes qui sont multilingues et également il y a des documentations qui sont en anglais et il y en a beaucoup en informatique. Donc au moins le lire, être à l'aise là-dessus ou avoir des outils pour s'aider. J'utilise DeepL au quotidien, il n'y a pas de honte à utiliser des outils de ce type-là. Ok. Est-ce qu'il faut avoir un bon relationnel avec ses collègues, mais surtout avec les équipes métiers?
Oui, c'est primordial parce que si jamais vous n'êtes pas apprécié, bah, ils vous aideront pas et vous avancerez pas. Super. Est-ce qu'il faut s'auto-former en permanence? Oui, et dans tous les métiers de la tech, il faut être curieux, il faut s'intéresser, sinon on stagne et puis même c'est plus ennuyeux. Alors, tu as déjà répondu à cette question, la question d'après, mais je te la reposer. Est-ce qu'il faut savoir parler en public? Oui, Un point important. Dernière question. Est-ce qu'il faut être rigoureux dans son travail quand tu es product owner? Mais bon, j'imagine que... oui, oui, parce que ça se sent, hein. Même des fois où je pensais être rigoureux, être clair, bah, j'ai un peu mal communiqué, du coup ça s'est ressenti dans les équipes. Et ils Mhm. ont été moins efficaces, ils revenaient avec plus de questions et ils n'ont pas pu avancer aussi vite que ça aurait pu l'être si j'avais été plus efficace. Euh, Thibaut, merci pour tes réponses. Euh, J'avais aussi une question, comme tu participes et tu organises des meet-ups sur la métropole lilloise. Est-ce qu'il y a aussi des communautés que tu recommandes qui peuvent inspirer, que ce soit des communautés, alors celles dont tu fais partie, mais aussi d'autres sur le web, des forums, des communautés, enfin diverses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inspirantes? Ouais, bah globalement tous les meet-up en fait. Je vous invite à aller sur la plateforme meetup.com si je ne m'abuse, MEETUP, et il y a pas mal de groupes sur l'île, il y a une communauté assez active, et chaque groupe va avoir un peu sa spécialité. Nous, on est Data Lille, donc on parle de tout type de data, ça va de la data science, data analyse, au data engineering, parler de product owner data, ce genre de choses. À l'inverse, il y aura d'autres qui seront plus orientés Java avec le Jug. Il y en a qui seront plus orientés Ops avec DevOps. Il y en a qui sont plus orientés front avec Front-End Beers. Donc vraiment plein de communautés. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce que j'ai pu trouver mon stage de fin d'études via un meet-up. J'ai, à mon deuxième emploi, enfin, oui, mon stage de fin d'études m'a aussi servi de CDI par la suite. Mon deuxième emploi, il y avait quelqu'un qui travaillait dans la société que j'avais déjà rencontré à un meet-up, qui du coup a pu dire ah bah je le connais au meet-up, très sympa, et appuyer ma candidature. Et mon troisième emploi, bah, j'ai rencontré des gens de cette société lors d'un meet-up et on s'est recontacté 6 mois plus tard et j'ai décidé de les rejoindre par la suite. Donc c'est vraiment un atout précieux pour se faire un réseau et pour s'acculturer sur différents domaines. Et donc que vous soyez intéressé par la data, le dev, le front, le back, Google ou Microsoft ou autre, n'hésitez pas, vous trouverez un meet-up sur l'île qui parlera de ses besoins et ça vous aidera dans votre carrière. Mhm. Alors je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont pas de Lille, mais bien sûr, il y a des communautés Mm. partout. En effet, sur le site de Meetup, hein, Mm. il y a des communautés partout. On passe à la dernière rubrique, si ça te va, qui est une rubrique pour en savoir plus sur ton quotidien ou sur ta semaine type, ou eh bien simplement, je te laisse 2 à 3 minutes pour nous Mm. expliquer ton quotidien de product owner data. Alors, je vais même étaler un peu plus qu'une semaine, je vais faire 2 semaines, hein, Bien. parce qu'en méthode agile, souvent on parle de sprint et les sprints vont durer 2 semaines, donc c'est une bonne itération. Donc, généralement, un petit peu avant le début d'un sprint, je fais la liste des, euh, des tâches à faire et de chaque personne sur quelle tâche elle est. Est-ce qu'elle a fini les tâches qu'elle devait faire ou est-ce qu'il lui reste d'autres tâches à traiter? Est-ce qu'il y a des points qui sont bloquants? Et je me liste quelques modifications, quelques développements à faire, quelques projets, mini-projets qu'on veut attaquer. Et ensuite, comme ça, on a un premier rituel qui est le sprint planning, où du coup, on va discuter avec chacun de l'équipe pour voir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que ils ont bien fini leurs tâches? Est-ce que il y a des besoins d'un peu plus de temps? Ou est-ce que il y a quelque chose qui est en suspens parce qu'on attend une autre équipe? On voit pour leur attribuer les tâches, on discute de la complexité de chacune des tâches que moi j'avais identifiées de mon côté. S'ils voient d'autres choses à ajouter, si ils voient
si pour eux, ça semble rentrer dans leur volume de sprint, parce que si ça se trouve, ils ont des congés, des formations à droite à gauche, et du coup, ils pourront pas tout rentrer. Généralement, on essaie même d'avoir ces discussions un petit peu en amont pour pas tout découvrir sur le coup, mais on confirme vraiment lors du sprint planning. Et une fois que ces tâches ont été attribuées, les développeurs peuvent commencer leur développement. Derrière, on va avoir un petit call client l'après-midi parce que y a tel client qui a du mal sur la solution, il a besoin qu'on lui explique, etc. Donc on passe un peu de temps avec les commerciaux. Dans la foulée, les quelques jours qui vont suivre, tous les matins, on va faire un sprint planning où on va discuter, enfin pas un sprint planning, un daily, pardon, où on va discuter avec les développeurs, s'assurer que tout avance bien, s'ils ont des questions ou autres, clarifier certaines choses qui n'étaient pas claires, être facilitateur, de si jamais je comprends pas avec telle équipe, ça marche pas bien, ils devaient me livrer ça, se mettre là pour aider le contact avec différentes équipes, parce qu'on a forcément plus facilement des contacts avec d'autres équipes de développement. Dans la foulée, il y a un commercial qui nous a demandé de l'aide pour une avant-vente où il veut vendre la solution cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment de la pédagogie. Le client n'utilise pas encore la solution, il va encore choisir parmi les concurrents. Donc on va aider sur cette partie avant-vente. En même temps, on s'intéresse un petit peu à ce qui se fait à l'extérieur, donc un petit peu de veille documentaire de manière ponctuelle pour voir, tiens, qu'est-ce qui se fait chez les concurrents, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi un peu les nouvelles tendances. Est-ce que ça vaudrait pas de coup qu'on rajoute de la Gen AI dans notre produit parce qu'on n'arrête pas d'en parler, etc. En fin de semaine, il y a le management qui veut un peu un rapport de où en est le projet, comment ça avance, est-ce qu'on est bien sur les livrables. Donc on leur fait une petite présentation des avancées qu'on a faites, de ce qui a été déroulé par la suite. Et en fin de sprint, on prépare... on liste ce qui a bien été développé, les améliorations qui ont été implémentées pour pouvoir les présenter derrière aux commerciaux, aux personnes qui sont en contact avec le client et que ces personnes puissent mettre en avant les travaux qu'on a fait, utiliser les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées, faciliter les ventes parce qu'on s'est amélioré en termes de performance sur nos outils de matching de CV, d'offres d'emploi par exemple, ce genre de choses. Voilà pour une semaine à un sprint à peu près type, sachant qu'il y a beaucoup de synchronisation avec les développeurs et les data scientists, notamment dans la partie data, parce que la grosse différence entre un projet data et un projet dev, c'est qu'un projet dev, c'est assez déterministe. Entre guillemets, on sait combien de temps ça va nous prendre de changer un bouton de couleur, de le changer de place, de rajouter telle fonctionnalité. Un projet data qui peut se baser sur de l'IA, il y a un peu plus de R&D, un peu plus d'expérimentation, et du coup, on est forcé de se poser un peu plus souvent les questions. Ok, on a atteint tel niveau de performance, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on veut aller plus loin ou est-ce qu'au contraire on pense qu'on n'arrivera jamais à avoir une IA assez performante et dans ce cas-là, on abandonne et on attaque un nouveau sujet. Oui, parce que, alors, il y a une question que j'ai oublié de te poser au début, c'était aussi dans quel type de boîte, pour bien comprendre, parce que là tu nous as emmené bien chez toi, on va dire, sur ton expérience. C'est vrai que là c'est sur donc ta boîte qui faisait les projets avec les CV, faire matcher les CV et les offres, pour bien que je comprenne si vous nous avez rejoint. En effet, on voit que c'est très rythmé. Il faut être quand même très rigoureux, en tout cas dans tout ce que tu nous as expliqué. Faut savoir être polyvalent effectivement et on le retrouve dans en fait tout type de société. Dès qu'il y a de la data, peut-être qu'il y aura moins de contact avec des clients, mais on peut avoir des product owners data qui vont charger de gérer la partie stock, par exemple, d'une entreprise de retail et de s'assurer que la donnée est de bonne qualité, qu'elle est bien alimentée aux différents endroits, qu'elle est bien à disposition, qu'ils peuvent faire de la prédiction là-dessus. Donc forcément, là, il y aura moins de contact avec un client final, mais plus avec des clients internes. Méga intéressant. Je vois l'heure qui défile, il va être 14h Thibaut, on s'était donné jusqu'à 14h. En tout cas, merci Thibaut d'avoir été avec nous ce midi et avoir Merci à toi pour l'invitation. Pas de souci. Un grand plaisir. On se retrouve, si vous voulez retrouver Thibaut, du coup, n'hésitez pas à aller dans les différents meet-up data de la métropole lilloise.
C'était la dernière émission C'est quoi ton taf de la semaine de bootcamp. Mais si ça vous a plu, j'espère qu'on en refera d'autres. Sofiane, je te donne dans le Discord tout de suite c'est quoi le site du Meetup, je t'envoie le lien. Et Thibaut, bon après-midi et à très vite. Ouais, merci beaucoup. Bon après-midi et à très vite. Et j'ai posté le lien du site Meetup dans le chat. Super. Super.